RICI, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. De nombreux manifestants sont encore descendus dans les rues de Khartoum ce jeudi pour une marche dite du million à l'appel des leaders de la contestation. Également dans ce journal, la République démocratique du Congo, où une femme, Janine Mabunda, prend le perchoir de l'Assemblée nationale. C'est officiel, Joe Biden se lance dans la course à la présidentielle aux États-Unis. À 76 ans, l'ancien vice-président américain vient ainsi rallonger à 20 la liste des candidats démocrates déjà engagés dans la course. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est un air de colère qui s'est emparé du Soudan ce jeudi. Une foule de manifestants s'est de nouveau rassemblée à Khartoum. Cette fois, c'était pour la marche du million organisée à l'appel des leaders de la contestation, en dépit des discussions avec les dirigeants militaires sur un transfert du pouvoir à une autorité civile. Compte rendu, Jacques Aristide. C'est une contestation qui va crescendo. De nombreux manifestants viennent grossir le sit-in devant le quartier général de l'armée. Pour la première fois, des juges ont rejoint le mouvement. Le conseil militaire, au pouvoir depuis le coup d'État contre le président Omar el-Béchir le 11 avril dernier, dit avoir conclu un accord avec la coalition représentant les protestataires. Nous sommes partenaires et nous travaillons ensemble pour amener la paix au pays. Notre objectif est de jeter des bases pacifiques pour la construction du Soudan. Il a aussi été convenu de former un conseil mixte chargé de discuter des dispositions transitoires et de la légitimité des différents cadres et unités. Le conseil militaire, qui s'est donné un mandat de 2 ans, a également annoncé la démission de 3 de ses 10 membres, 3 généraux de l'armée. Des départs favorablement accueillis par les manifestants, mais pour eux, la principale revendication demeure une autorité entièrement civile, sans plus tarder. Le mouvement a reçu cette semaine le soutien de Washington, qui a dit appuyer la demande légitime des Soudanais d'un gouvernement dirigé par des civils. Colère également au Maroc, où plus de 70 enseignants contractuels ont été blessés et hospitalisés dans la nuit de mercredi à jeudi à Rabat, au terme d'une grande manifestation dispersée par les forces de l'ordre. Il s'agit d'un nouvel épisode d'un conflit qui dure depuis le mois de mars. La manifestation, qui a réuni des milliers de protestataires venus demander le statut de fonctionnaire au sein du ministère de l'Éducation, a été dispersée à coups de canon à eau. Il faut dire que ce mouvement concerne quelques 55 000 enseignants recrutés dès 2016 sur la base de contrats à durée déterminée, puis intégrés au sein des académies régionales. Le Comité international de la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme en Libye, où les violences ne cessent de s'intensifier. Et dans l'agglomération de Tripoli, des quartiers résidentiels deviennent progressivement des champs de bataille, souligne l'ONG, et la situation humanitaire se dégrade. Les autorités libyennes et l'ONU font état d'un nombre de déplacés atteignant jusqu'à 35 000 personnes. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, au moins 278 personnes ont été tuées et 1332 blessés en plus de 3 semaines de conflit entre les forces de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar et les troupes loyales au gouvernement d'union nationale. En République démocratique du Congo, et pour la 2e fois de son histoire, c'est une femme qui va diriger l'Assemblée nationale. Janine Mabunda, députée du parti de l'ancien président Joseph Kabila, a été élue hier par 353 voix sur 383 votants. Retour sur cette élection avec
Anastasie Tudièche. Cette victoire était attendue, Madame Mabunda étant la seule candidate au perchoir après l'invalidation de la candidature de son rival Henri Thomas Lokondo pour violation du règlement intérieur. Avant de dévoiler ce qui donc n'était qu'un secret de polichinelle, le quorum. 383 députés présents pour élire un président et 7 membres du bureau définitif. Après le quorum, le protocole, réglé comme du papier à musique. Tirés au sort parmi les membres de l'Assemblée plénière se chargeront de toutes les opérations liées au dépouillement et de la certification des résultats du scrutin. Puis les députés sont invités à voter par ordre alphabétique. À la lettre K comme Kabound, Jean-Marc Kabound, très populaire président par intérim de l'UDPS, parti du président Tshisekedi, avait, murmure-t-on dans les couloirs du palais, envisagé lui aussi le perchoir. Il est premier vice-président de l'Assemblée nationale désormais. Grands absents du scrutin, les membres de l'opposition, pour protester contre un vote qu'ils estiment organisé en violation de leurs droits. Mais le front est divisé. Selon la radio Top Congo, au moins 2 membres de l'opposition ont voté, mais au PPRD, on jubile. Avoir une femme à la tête d'une institution comme l'Assemblée nationale, une femme qui est la 2e personnalité de la République démocratique du Congo, donne des signaux à même de comprendre qu'il y a quelque chose qui pourrait changer dans la pratique parlementaire. Parce que la femme, c'est la maman. C'est la maman qui sait, qui a du cœur pour savoir ce que les enfants veulent. Janine Mabunda, 50 ans, 2 fois élue députée et rompue à l'exercice du pouvoir, appréciera. En attendant, les Congolais gardent les yeux fixés sur leur horizon, la formation d'un gouvernement annonciateur de changement. À Kinshasa, pour VOA Afrique, Anastasie Tudièche. L'ancien vice-président Joe Biden a annoncé ce jeudi sa candidature à l'élection présidentielle américaine, rejoignant ainsi la vingtaine de démocrates qui participeront à une série d'élections primaires pour savoir qui affrontera l'actuel président Donald Trump en 2020. Déjà annoncé en tête des sondages au sein de son parti, le candidat de 76 ans deviendrait, s'il est élu, le plus vieux président des États-Unis à son arrivée à la Maison-Blanche. Le récit est déjà Rivet. Joe Biden a annoncé dans un tweet, accompagné d'une vidéo, sa candidature au scrutin de l'an prochain, se positionnant ainsi contre Donald Trump et expliquant qu'un 2e mandat de l'actuel président altérerait fondamentalement et pour toujours le caractère de la nation. Les valeurs fondamentales de cette nation, notre rang dans le monde, notre démocratie même. Tout ce qui a fait l'Amérique est en jeu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce ma candidature à la présidence des États-Unis. Malgré la récente controverse sur son comportement trop tactile avec les femmes et avant même l'annonce de sa candidature officielle, l'ancien sénateur du Delaware est déjà placé en première place dans les sondages des électeurs démocrates. Bénéficiant du soutien d'une base importante d'électeurs de son parti, la mobilisation de la classe ouvrière jouera un rôle important lors des élections, notamment dans les anciens bassins industriels qui ont basculé pour Donald Trump en 2016. L'Amérique est une idée plus forte que n'importe quelle armée, plus grosse que n'importe quel océan, plus puissante que n'importe quel dictateur ou tyran. Elle donne de l'espoir aux gens les plus désespérés et elle garantit que tous soient traités avec dignité tout en ne laissant aucune place à la haine. L'ancien vice-président, centriste au sein du Parti démocrate, fera face lors des primaires à des candidats de plus en plus à gauche, et notamment Bernie Sanders, positionné second dans les sondages. D'ores et déjà soutenu par plusieurs sénateurs, Joe Biden représente un important concurrent pour Trump dans la course à la Maison-Blanche. On l'a appris ce jeudi, la Corée du Nord aurait adressé aux États-Unis une facture de 2 millions de dollars en 2017 pour les soins hospitaliers de l'Américain Otto Warmbier, dont on se souvient qu'il était dans le coma lorsqu'il est rentré aux États-Unis et qui est décédé sans même avoir repris conscience. L'information révélée par le Washington Post indique que la Corée du Nord avait insisté pour qu'un responsable américain s'engage à payer la facture avant de renvoyer Warmbier
un natif de l'Ohio arrêté lors de sa visite à Pyongyang. Citant 2 personnes proches du dossier, le journal souligne que l'émissaire américain qui avait récupéré Warmbier avait signé la promesse sur instruction du président Donald Trump. L'on ignore si l'administration Trump a finalement payé la note, la Maison-Blanche ayant refusé de commenter cette révélation. Et toujours en rapport avec la Corée, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est rendu ce jeudi à Vladivostok, ville située à l'extrême est de la Russie, pour un sommet avec le président russe Vladimir Poutine. L'objectif de ce sommet était de renforcer les liens historiques entre Moscou et Pyongyang. Ceci en pleine impasse diplomatique avec Washington sur le nucléaire. Les détails avec Arzuma Kampaoré. Au cours de l'année écoulée, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a tenu des sommets importants avec non seulement le président américain Donald Trump, mais aussi les dirigeants vietnamiens, chinois et sud-coréens. Et cette semaine, c'est le président russe Vladimir Poutine qui l'a rencontré. Comme je vous l'avais dit, j'espère également que notre réunion pourra renforcer le développement et les relations amicales entre la Corée du Nord et la Russie, des relations dont les racines sont profondes. Je tenais également à dire que la situation dans la péninsule coréenne suscite désormais un grand intérêt au niveau mondial et j'espère que nos discussions permettront d'évaluer la situation, d'échanger ensemble des opinions sur cette situation et envisager ensemble des solutions. Poutine a quant à lui déclaré qu'il soutenait l'amélioration des relations de la Corée du Nord avec Washington et qu'il espérait voir se resserrer ses liens avec la Corée du Nord. Kim souhaite l'aide de Poutine pour soulager les sanctions américaines maintenues après la rupture des négociations sur le nucléaire avec les États-Unis. Mais avec une économie russe en difficulté, la Corée du Nord n'est pas considérée comme une priorité absolue. Le sommet pourrait cependant aider à réduire la dépendance de la Corée vis-à-vis de la Chine, son plus grand partenaire commercial. Vous savez, la Corée du Nord a toujours survécu en montant la Russie contre la Chine et en les tournant les uns contre les autres. Le commerce entre la Russie et la Corée du Nord a chuté de manière spectaculaire l'année dernière de plus de 56% pour se retrouver à 34 millions de dollars. La Russie, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, avait opté pour des sanctions plus sévères lors des essais nucléaires et de missiles menés par la Corée du Nord en 2016 et 2017. Elle a depuis appelé à l'assouplissement des sanctions, mais cela nécessiterait l'appui unanime du Conseil de sécurité. Également dans l'actualité ce soir, des délégations venues d'Iran, de Turquie et de Russie sont arrivées ce jeudi au Kazakhstan pour une nouvelle session de pourparlers de paix sur la Syrie en présence d'émissaires du régime de Damas et des rebelles. Des rencontres bilatérales et trilatérales sont prévues dans la capitale de ce pays d'Asie centrale avant une session plénière demain vendredi. C'est du moins ce que précise le ministère kazakh des Affaires étrangères. L'émissaire des Nations Unies pour la Syrie, Geir Peterson, est également entendu à ces pourparlers. Et puis, le Mozambique se prépare à l'arrivée sur ses côtes nord du puissant cyclone Kenneth, un mois à peine après le passage dévastateur plus au sud de son prédécesseur Idai, qui s'était soldé par 1 millier de morts dans la région. Avant d'atteindre le continent africain, Kenneth est passé mercredi soir au large du petit archipel des Comores, où il a fait au moins 3 morts selon les autorités. Au Mozambique, Kenneth pourrait provoquer des inondations et des glissements de terrain d'importance dans la province du Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie et théâtre depuis 2017 d'une insurrection islamiste que les autorités ne parviennent pas à contrôler. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. La lutte contre le paludisme, un défi pour l'Organisation mondiale de la santé. La maladie tue plus de 400 000 personnes chaque année, mais un projet pilote de vaccin fait naître l'espoir. Et nous vous amènerons au Maroc à la découverte d'une école spéciale où des femmes sont formées aux prêches musulmans. Enfin sport, Sadio Mané est dans l'équipe de l'année en Première Ligue. L'ailier sénégalais de Liverpool est le seul joueur africain à y figurer. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec Mohamedou Oumfa. C'est dans le cadre de notre segment santé. Bonsoir Mohamedou et bienvenue. John, merci. Alors, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, une journée qui intervient alors qu'on parle d'un projet pilote d'un vaccin paludique. De quoi s'agit-il? Oui, John, ça fait pratiquement 30 ans que les chercheurs travaillent sur ce vaccin appelé le RTSS. Et c'est le premier vaccin à ce jour, je dirais même le seul vaccin qui a démontré pouvoir réduire de manière significative le paludisme chez les enfants. Alors, un vaccin qui sera administré dans le cadre d'un projet pilote dans 3 pays africains, le Ghana, le Kenya et le Malawi. Le Malawi où se déroule déjà la campagne de vaccination. Et je vous propose, John, ainsi qu'aux téléspectateurs, d'aller voir comment ça se passe à Lilongwe, la capitale du Malawi. C'est dans ce reportage de Lamek Massina que j'ai repris pour vous. Les responsables de la santé de l'hôpital communautaire de Mikuni au Malawi administrent aux enfants des injections du premier vaccin contre le paludisme en Afrique. La maladie transmise par les moustiques tue plus de 430 000 personnes par an, dont la plupart sont des enfants africains. Il a fallu plus de 30 ans et près d'1 milliard de dollars pour développer un vaccin contre le paludisme. Connu sous le nom de RTSS, le vaccin n'est utile que pour les enfants de moins de 2 ans qui reçoivent 4 doses à 5, 6, 7 et 22 mois. Après avoir effectué des essais cliniques, nous avons examiné plusieurs groupes d'âge. Ce vaccin a été jugé extrêmement efficace chez les enfants âgés de 5 à 22 mois. Pour les autres groupes d'âge, il n'a montré aucune utilité. Au lancement mardi de la phase pilote de ce vaccin approuvé par l'Organisation mondiale de la santé, l'on pouvait déjà apercevoir une longue file de mères venues faire vacciner leurs enfants. Des mères enthousiasmées par le potentiel de ce vaccin, mais Michael Kayange prévient que les Malawites devront toujours prendre des précautions pour éviter que leurs enfants ne tombent malades du paludisme. Ce nouveau vaccin n'est qu'un outil supplémentaire pour lutter contre le paludisme et pour son élimination dans le pays. Nous encourageons donc tous ceux qui le recevront, tous les enfants qui le recevront, à utiliser d'autres méthodes de prévention du paludisme, comme dormir sous des moustiquaires, aller à l'hôpital rapidement quand ils ont de la fièvre et des courbatures. Malgré sa protection partielle contre le paludisme, le vaccin pourrait sauver des millions de vies au Malawi. Le projet pilote sera lancé au Ghana et au Kenya la semaine prochaine. L'OMS utilisera les résultats pour formuler des recommandations avant que le vaccin ne soit déployé dans d'autres pays touchés par la maladie. Alors Mohamedou, on l'a entendu en début de reportage, ce vaccin pilote intervient alors qu'on parle de la journée de lutte contre le paludisme. Une journée, ça fait quand même une nouveauté quand on sait que ces journées généralement se suivent et se ressemblent. Oui, des journées qui se suivent et se ressemblent. Et d'ailleurs, il faut dire que selon l'Organisation mondiale de la santé, la lutte contre le paludisme dans le monde était en situation de stagnation. Alors, aucun progrès significatif n'a été accompli en la matière entre 2015 et 2017. Et l'OMS estime à
435 000, le nombre de décès dus au paludisme en 2017, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. Autant le dire donc, le vaccin arrive comme une petite révolution et l'on attend de voir, les résultats de ce projet pilote qui a commencé au Malawi et qui va se poursuivre au Ghana et au Kenya dès la semaine prochaine. Alors, un projet pilote qui fait partie, il faut le rappeler, de la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme entre 2016 et 2030, une stratégie dont l'objectif, John, est de réduire de 40% les taux de mortalité palustre d'ici à 2030. Et il faut le souligner, Mohamedou, ce vaccin n'est pas la solution miracle contre le paludisme. Il n'offre qu'une protection partielle. C'est très important de le rappeler, John, parce que dans les essais cliniques, ce qu'on a constaté, c'est que ce vaccin a permis de prévenir environ 4 cas de paludisme sur 10. Alors, comme l'a dit d'ailleurs, comme on l'a vu dans le reportage, le directeur de la santé au Malawi, il est efficace, il est essentiellement efficace chez les enfants de 5 à 22 mois. Cependant, parmi les groupes les plus exposés, il y a les enfants dont l'âge va jusqu'à 5 ans. Et donc, il est important de pratiquer un ensemble de mesures de base pour la prévention du paludisme. Ces mesures qui sont notamment l'utilisation systématique des moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation d'insecticides à l'intérieur des habitations et le recours en temps utile au dépistage et au traitement du paludisme. Comme on le dit, Mohamedou, prévenir vaut mieux que guérir. Merci d'avoir été là et à jeudi prochain. À jeudi. Et direction le Maroc, à la découverte de l'Institut Mohamed VI. Il s'agit d'une école spéciale où des hommes et des femmes sont formés aux prêches musulmans. Fondée en 2015, elle sert à maintenir non seulement le soft power religieux du pays, mais aussi promouvoir les stratégies de déradicalisation. J'y parviens. L'Institut accueille chaque année des dizaines d'aspirants imams du Maroc, d'Afrique et d'Europe. Irénée Herman Umbo se penche ce soir sur la formation des femmes dans cet institut. Ces femmes, dans la trentaine environ pour la plupart, sont originaires principalement des pays subsahariens. Elles apprennent ici minutieusement le contenu bien détaillé du livre saint musulman, le Coran. Il s'agit d'une initiative du roi Mohamed VI dont l'objectif est de promouvoir la déradicalisation religieuse. La formation des prédicatrices a des objectifs nobles qui sont de soutenir les femmes, les enfants et les hommes. Les expériences ont montré que les femmes sont plus productives que leurs homologues masculins parce que les femmes et les enfants leur sont plus réceptifs, en tout cas au Maroc. Chaque année, l'Institut accueille une centaine de femmes venues du Mali, du Sénégal, du Nigeria, de la Guinée, de la Gambie et du Tchad pour une durée académique de 3 ans. Il forme actuellement plus de 1300 personnes à l'islam modéré. Naminata Koulibaly, 30 ans, espère rentrer chez elle en Côte d'Ivoire, mieux outillée pour conseiller les femmes sur les questions religieuses. De retour dans mon pays, je retrouverai des enfants et des femmes qui ne sont pas allés à l'école et qui ne connaissent pas grand-chose à la religion. Nous leur serons très utiles et nous leur enseignerons comment comprendre cette religion, y compris ses piliers. Le Maroc, un pays musulman à près de 100%, se présente comme un oasis de tolérance religieuse dans une région déchirée par l'extrémisme. Il offre cette formation qu'il décrit comme un islam modéré aux aspirants imams d'Europe et d'Afrique. Il est là, fidèle au poste, Yacouba Ouedraogo. Yacouba nous a rejoint pour parler de sport. Yacouba, on parle de Sadio Mané qui est dans le classement. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, Sadio Mané est dans l'équipe type de l'année en Premier League, déjà nominé pour le titre de meilleur joueur du championnat anglais. L'ailier sénégalais de Liverpool est le seul joueur africain à figurer dans cette équipe type où on retrouve 3 autres joueurs de raid, les latéraux Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold et le défenseur Virgil van Dijk. Manchester City se taille à la part du Lion avec 6 des 11 joueurs, le gardien Ederson, le défenseur Aymeric Laporte, les milieux de terrain Bernardo Silva et Fernandinho et les attaquants Sergio Aguero et Raheem Sterling.
Paul Pogba de Manchester United complète cette équipe type formée par le syndicat des joueurs professionnels anglais. Et parmi les grandes absences, vous avez noté bien, c'est celle de la star égyptienne Mohamed Salah, sacré l'année dernière et qui a marqué 19 buts en Première Ligue cette saison. Nous restons en Angleterre, mais nous changeons de discipline pour parler d'athlétisme. C'est ce dimanche que Mo Farah fera face à un défi monumental dans le marathon de Londres. Essayer de vaincre le détenteur du record du monde et champion en titre, le Kenyan Eliud Kipchoge. L'athlète britannique préfère jouer la carte de la modestie. Suivez. Même si j'apprends, je vais y aller et faire de mon mieux. Et parfois, vous savez, on finit par arriver premier et c'est un excellent résultat. Et parfois, vous êtes battu par un meilleur athlète. Vous devez accepter, vous demander que dois-je faire, comment puis-je le battre et qu'est-ce que je dois changer et continuer à apprendre. Tennis, pour finir, rentrée réussie sur terre battue pour Naomi Osaka. La numéro 1 mondiale a parfaitement négocié sa rentrée sur terre battue en battant la Taïwanaise Su Hsieh 6-4, 6-3. La vainqueur des derniers US Open et Open d'Australie a ainsi validé son ticket pour les quarts de finale. Face à cette même adversaire taïwanaise de 33 ans, Osaka s'était inclinée à Miami le mois dernier. En quart de finale, elle rencontrera la Croate Donna Vekic. C'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Et cette information qui concerne beaucoup plus les parents, si vous avez des enfants âgés de 2 à 4 ans, l'OMS recommande de ne pas les laisser devant un écran pendant plus d'1 heure par jour. Quant aux nourrissons de moins d'1 an, ils ne devraient pas du tout être exposés aux écrans électroniques. L'Agence des Nations Unies, qui a publié ses premières directives de ce type hier, déclare également que les moins de 5 ans devraient être physiquement actifs et dormir suffisamment pour développer de bonnes habitudes de vie et prévenir l'obésité et d'autres maladies plus tard dans la vie. Par temps d'écran, l'OMS entend le temps passé devant la télévision, à jouer les jeux vidéo ou à utiliser une tablette ou un portable. Les enfants âgés de 1 à 4 ans devraient passer au moins 3 heures dans diverses activités physiques réparties tout au long de la journée, ajoute l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.